on va se poser la question de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du véhicule connecté. On va démarrer avec Roland Cotte. Ce véhicule autonome, qu'est-ce que c'est? Vous en avez ici une illustration de diversité. Ça va du véhicule particulier en passant par les robotaxis, en passant par les navettes autonomes, et ça peut aller même jusqu'au poids lourd autonome, avec du transport de fret dans des logiques de platooning telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs dans cet écosystème, des constructeurs automobiles évidemment, qui se sont investis sur le marché, des grands acteurs du numérique, je ne vais pas faire de publicité, donc on ne les citera pas, mais tout le monde les a en tête, des acteurs de la mobilité de demain, qui eux opèrent des services de mobilité, ils sont américains, ils sont chinois, des équipementiers automobiles qui sont investis fortement, parce que c'est eux aussi qui maîtrisent sur le véhicule nombre, on va dire 80% de l'ensemble des composantes du véhicule. Et puis enfin, une myriade de startups qui travaillent sur des caméras intelligentes, sur la cartographie haute définition. On pourra y revenir également dans le débat. Donc tous ces acteurs pour différents types de véhicules autonomes au sein d'un service de mobilité. Voilà. Le véhicule autonome, il y a une deuxième composante, Cédric en parlera tout à l'heure, il y a le véhicule connecté. Alors le véhicule connecté, l'objectif de cette connexion du véhicule, c'est de faire en sorte que le véhicule circule en toute sécurité. Vous allez m'entendre citer plusieurs fois le mot sécurité dans l'intervention, parce que c'est quand même une des conditions premières pour le développement de cette mobilité. Il circule en toute sécurité dans son environnement, et son environnement, c'est composé de l'espace public, de l'infrastructure routière, du mobilier urbain, des services d'exploitation gérés par les autorités organisatrices de la mobilité. Donc il doit être capable, à terme, ce véhicule connecté, de communiquer des informations à l'ensemble de ces autres acteurs et aussi aux autres véhicules, ces homologues dans l'espace de circulation, pour pouvoir augmenter le niveau de sécurité dans lequel il circule et aussi avoir un effet bénéfique sur l'exploitation du système de mobilité. Donc réduire des congestions, permettre d'obtenir une optimisation de l'espace public et de la voirie publique. Donc un véritable enjeu autour du véhicule connecté avec des enjeux d'interopérabilité que Cédric détaillera plus tard. Ce qui est intéressant avec la connectivité, c'est qu'on va lui permettre d'avoir une connaissance de son environnement maximum. Et qui dit bonne connaissance de l'environnement, dit une conduite agréable, souple, une éco-conduite, et du coup une conduite qui est acceptable aussi par les cités, puisque c'est le moyen qu'on va trouver, notamment éventuellement pour réduire les congestions des villes, en synchronisant par exemple des vitesses de véhicules, en répercutant immédiatement un accident ou un travaux à un endroit. Et donc c'est cette connectivité qui est essentielle aux véhicules autonomes si on veut avoir un espace urbain vivable et pas juste des véhicules qui s'autopilotent et qui se bloquent au premier arrêt, ce qui peut être un premier niveau d'autonomisation, mais on peut aller plus loin. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc nous, chez les opérateurs de télécommunications en général, on pense que la 5G va répondre à ce besoin. Le premier critère, comme toutes les évolutions précédentes de la connectivité, c'est qu'on va avoir un débit plus important. Donc le débit le plus important, on peut penser que dans le véhicule autonome, chouette, les passagers vont pouvoir consulter, faire du streaming dans le véhicule. Même mieux, le pilote qui ne servira peut-être plus à rien, ou du moins qui sera, selon le niveau d'autonomie, de temps en temps utile, pourra aussi faire du divertissement. Mais il y a un troisième acteur dans le véhicule qui consommera de la data, c'est le véhicule autonome lui-même. Alors je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle qui va conduire votre véhicule va regarder des films en streaming. Mais par exemple, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir de la cartographie HD, 3D en direct, toujours à jour. La deuxième caractéristique de la 5G, c'est l'IoT, l'Internet des objets. En fait, on peut voir un véhicule comme un objet connecté ou on peut le voir comme une myriade d'objets connectés. On peut imaginer que le pneu va vouloir remonter son usure, que l'amortisseur va vouloir remonter son usure, la plaquette de frein, etc. etc. Donc en fait, chacun des composants du véhicule a une usure, un taux de panne, quelque chose à remonter éventuellement à un concessionnaire, un garagiste ou alors un équipementier. On peut imaginer que quand le véhicule sera totalement autonome,
dans le cas où on a un robot-taxi ou un véhicule qui n'est plus individuel mais collectif, une fois qu'il aura fait sa course avec vous, il ira automatiquement au garage parce qu'il aura détecté que décidément ce pneu avant se dégonfle de fur et à mesure, donc il faut aller le régler. Donc on peut imaginer un futur où le véhicule autonome va aller de lui-même au garage se réparer. Et l'IoT donc fait par une des composantes de la 5G et une composante qui est intéressante là. La troisième et dernière composante, et je ne vous le cache pas, je finis par celle-ci parce que c'est celle qui nous intéresse le plus dans les usages sécuritaires que je vais citer après, c'est la fiabilité et le temps réel, hein, je vais le dire comme ça, une latence très faible. Donc en fait, c'est ce qui nous permettra de faire discuter entre elles des véhicules ou des véhicules avec des infrastructures dans un temps proche du temps réel, de façon à gérer des cas d'usage, ce qu'on dit critiques. On a besoin de remonter la position de sa voiture, la vitesse de sa voiture, la direction que va prendre sa voiture, de façon à ce que, dans le cloud, on va mettre un mot magique comme ça, quelque part, peut-être l'intelligence urbaine, l'intelligence artificielle de la ville puisse faire en fait de la prédiction de trajet, puisse remonter des informations à tous les véhicules, et qu'en temps réel, en fait, chaque véhicule adapte sa vitesse, prenne un itinéraire plus qu'un autre pour que justement on arrive à ce rêve où tous les véhicules se croisent au croisement en ayant une vitesse assez conséquente, mais finalement il n'y a jamais de collision parce qu'on a cette position fine. Et pour arriver à faire ce genre de choses, il faut évidemment être en temps réel, quoi. Antoine Larigauderie, donc vous êtes reporter spécialisé sur l'automobile à BFM Business, ouais. Et vous allez nous éclairer sur la manière dont l'industrie automobile anticipe l'activité de ces véhicules autonomes. Les technologies, elles existent. Maintenant, comment on va les développer et quel va être le modèle économique? Ça, c'est deux grosses interrogations. Et c'est pour ça que les constructeurs sont bien obligés, face à d'autres défis colossaux qui vont avoir à régler ces prochaines années, l'avènement de l'électricité, la fin programmée du moteur thermique. Ça, on a des réglementations de plus en plus dures au niveau local, au niveau européen, au niveau des États-Unis et de la Chine, même qui s'y met. On va avoir une véritable grosse transition à ce niveau-là à gérer. Tous les autres aspects technologiques qui vont faire la voiture de demain. Donc, c'est au milieu de tous ces défis qu'on se dit, bon, il y a la voiture autonome. Ce qu'il va falloir faire, c'est véritablement de pouvoir la développer en mettant en commun les technologies et les budgets de recherche et de développement. Dans la même métropole, sur les 10 dernières années, 2008 à 2017, on a à peu près une vingtaine de milliards de kilomètres de véhicules légers ou commerciaux, légers, de fait. Et il y a eu à peu près 40 morts dans ces véhicules sur les 10 ans. Donc on a à peu près un mort pour 1,5 milliard de kilomètres. Où en sont les tests des voitures autonomes? On a encore des travaux à mener pour garantir la capacité du véhicule autonome à circuler en toute sécurité et garantir, si ce n'est son infaillibilité, au moins le fait que dans les cas d'usage courant, on atteigne un niveau de sécurité optimal. L'avantage de l'IA par rapport au conducteur humain, c'est qu'elle apprend beaucoup plus vite, qu'elle n'oublie rien et que du coup elle dépassera largement. Donc on n'est pas sur les mêmes bases de départ et la courbe d'apprentissage est tellement importante avec l'IA qu'on n'est pas non plus sur les mêmes bases dans le temps, quoi. On voit qu'il y a des infrastructures de bord de route qui sont développées de façon beaucoup plus intensive dans d'autres pays, je sais pas, j'ai pu voir la Corée ou autre, ou dans des villes. Ça paraît très lent par chez nous. On a l'impression qu'on est toujours au stade de l'expérimentation. Dans le cadre du Comité européen de normalisation, il y a un comité qui réfléchit, qui est le comité sur les équipements routiers, qui a lancé, à la demande de la France, un groupe de travail spécifique sur les interactions entre les équipements de la route, dont les barrières de péage, dont la signalisation, dont les parapets de pont, etc., et le véhicule autonome. Ne serait-ce que déjà pour commencer à articuler les interactions entre ces véhicules et aller vers des capacités de meilleure interaction entre les équipements de la route et le véhicule. Vous avez actuellement à peu près 206 000 ménages qui ont une voiture, au moins une voiture dans l'agglomération. Ils ont 220 000 voitures à leur disposition, en gros, possédées ou à disposition des ménages. Donc on remplace ces 220 000 voitures classiques par 220 000 voitures autonomes. Alors là, le souci, c'est que ça risque de relancer l'attrait de la voiture.
parce qu'il y aura peut-être un peu moins de bouchons, parce qu'on pourra regarder un film pendant le bouchon sur l'autoroute, etc. Bon, je ne vous développe pas. On pourra aussi rouler même si on a bu, ou si on est vieux, ou fatigué, ou etc. En gros, ça risque vraiment de redonner de la place à la voiture et d'annuler tous les efforts qu'on tente depuis 20, 30, 40 ans à Grenoble pour remettre des tramways, des bus, des transports en commun performants, des vélos, des zones piétonnes, etc. Le deuxième modèle, c'est en gros, vous dites, on ne possède plus sa voiture, on n'a plus de voiture. Par contre, on a accès à un service de voiture partagée permanent. Donc en gros, soit c'est des taxis collectifs qui tournent sans arrêt, des taxis robots, puis on les utilise en fonction de notre besoin, soit ça peut être des véhicules d'autopartage, c'est sûrement une combinaison des deux. Et du coup, en faisant ça, en gros, c'est les chiffres que vous avez donnés, c'est-à-dire qu'on divise par 10 ou par 20 le nombre de voitures en circulation. Par contre, ces voitures, elles tournent tout le temps, donc du coup, les kilomètres parcourus, ils restent importants, mais même eux, on arrive à les diminuer globalement au moins d'un tiers. Et ça part en fait du principe qu'on constate qu'une voiture, en fait, elle est utilisée seulement 5% du temps. Le reste du temps, elle est garée devant chez vous, devant votre travail ou sur le parking du supermarché. Donc on optimise. Alors on se dit, ça c'est génial, mais est-ce que les signaux de ça émergent dans la réalité ? Alors j'ai regardé juste le nombre d'abonnés au service d'autopartage à Grenoble, au service Cities, c'est 2000 abonnés, dont des entreprises. Et on a toujours nos 206 000 ménages qui ont au moins une voiture. Le monde où il y a 100% de véhicules autonomes, ce serait entre 2040 et 2070, suivant les hypothèses de rapidité, de diffusion de cette technologie, on va dire. Et donc, je vous redis, hein, tout ça, ça repose sur des ruptures radicales, soit en gros de rapport à la voiture, ou même de comportement. Si on imagine le modèle 1, on remplace les 220 000 voitures classiques par 220 000 voitures autonomes. Vous savez, chaque année, il y a l'observatoire CTLM de l'automobile. Ils font des enquêtes sur l'imaginaire de la voiture et les pratiques liées à la voiture en Europe, dans différents pays. Donc moi, j'en ai tiré un chiffre. Enquête de 2017, 81% des Français déclarent adorer conduire. Donc déclarent être d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation « j'adore conduire ». Donc potentiellement, on va dans un monde où on ne conduit plus. Donc là aussi, toute la dimension, l'aspect magique de la voiture, je suis derrière le volant, j'appuie sur l'accélérateur... Il y a toute une puissance qu'à je dis ça, j'ai pas de voiture, je conduis 2 fois par an, à chaque fois c'est une expérience magique, je trouve. Sauf quand je suis en ville, hein, évidemment, mais sur race campagne, c'est magique. Donc tout ça, ça va disparaître, c'est toute une part de notre imaginaire aussi qui disparaît. Les films, James Dean, Easy Rider, enfin voilà, c'est... Donc il y a aussi ça qu'il faut intégrer dans la réflexion. Est-ce que dans toutes les révolutions que vous nous proposez, il y en a une aussi qui arrive avec la révolution de l'espace public ou des modes d'aménagement de l'espace public pour les urbanistes ? Alors du coup, là, c'est pareil, ça repose énormément par rapport aux 2 modèles de diffusion que j'ai exposés au début. C'est-à-dire qu'en gros, si on a le modèle 1, on remplace toutes les voitures classiques par des voitures autonomes, il risque d'y avoir peut-être même plus de trafic demain. Donc en gros, on pourra difficilement récupérer de l'espace pour regagner pour la ville. La seule chose que ça pourrait quand même changer, c'est la question du stationnement. Si on imagine que les véhicules autonomes, à un moment, elles vont se garer toutes seules, on peut imaginer qu'on fasse des grands parkings silos. Par exemple, on fait une nouvelle opération d'urbanisme, au lieu qu'il y ait à chaque fois des garages associés à chaque logement, donc des garages souterrains ou des nappes de parking liées à chaque immeuble. Dans le nouveau quartier, on a un grand parking centralisé, les voitures elles vont se garer dedans toutes seules. Et du coup, l'immeuble il est un peu libéré de cette contrainte d'y caser des parkings dessus, au-dessus ou en surface. Donc là, ça peut amener un plus. Et dans le deuxième modèle, c'est ce qui a été expliqué par Roland. Enfin, là, pour le coup, comme on a beaucoup moins de voitures en circulation, on divise le parc automobile par 10, avec aussi quand même une question que ça pose derrière, et j'en finirai par là, c'est, et vous l'avez dit aussi un peu, c'est la question du contrôle social du piéton, finalement. Le piéton ou le cycliste, c'est imprévisible. Et est-ce que demain, s'il y a plein de véhicules autonomes, même s'ils sont hyper communicants, même si on a tous notre portable dans la poche pour dialoguer, et il faut souhaiter que là, l'oubli du portable, ça deviendra un truc mortel ce jour-là, mais... donc on a tous notre portable, on imagine. Du coup, quand même, il y a toujours la part de l'imprévisibilité de l'humain. Et donc, le risque, c'est aussi qu'on ait finalement une logique où on met plus de règles aux piétons et que, par exemple, traverser hors des clous, là, on se prenne une méga amende parce qu'on risque potentiellement de bouleverser totalement la mécanique bien huilée de ces véhicules qui ne s'arrêtent jamais au feu rouge, quoi. Donc, c'est aussi un risque potentiel par rapport à toute la dynamique qu'on a en cours dans l'agglomération grenobloise, en tout cas, où on dit au contraire, il faut qu'on aille vers moins d'espace pour la voiture. Et l'espace, il doit être très partagé entre les modes de transport, donc la notion de zone de rencontre, par exemple, où vous n'avez pas de séparation physique entre l'espace de la voiture, l'espace du piéton, l'espace du cycliste.
Et c'est du coup, la vitesse est très réduite pour les véhicules motorisés ou même pour les vélos pour permettre que tout le monde cohabite. Donc là, ça pourrait potentiellement aller à l'encontre de ce modèle, si on veut garantir la fluidité que vous disiez, où il n'y a plus de feux rouges, parce que les véhicules s'évitent les uns les autres. Merci Gabriel, bravo. Et donc on va pouvoir continuer sur cette séquence avec Olivier Zerbib. Donc je vous rappelle, Olivier, vous avez des domaines de recherche qui portent sur la sociologie de l'innovation. En fait, il n'y a pas d'opposition entre la technique et l'usage, et que la technique, elle est produite en interaction avec du social. D'abord parce que les ingénieurs ont un imaginaire technique et ils ne sont pas hors sol, donc ils imaginent des usages, ils essayent de mobiliser des usagers au départ, voilà, et d'intéresser des entreprises et des consommateurs au début. Ce qui compte, c'est de partir de pratiques. Voilà. Alors, des pratiques qui peuvent être existantes ou émergentes, et là, on n'en sait trop rien. Alors, ça peut être des pratiques qui sont liées à l'automobile. Est-ce que le véhicule autonome va s'appuyer sur des pratiques dont on a parlé tout à l'heure, la sécurité, le fait de chercher du loisir, etc. Est-ce que ça va s'inscrire là-dedans et donc se développer en rapport avec ces pratiques automobiles, ou alors est-ce que ça va s'appuyer sur d'autres formes de pratiques, des pratiques de travail qui vont changer peut-être, des pratiques de loisirs dont on pourrait éventuellement discuter. Je vous ai mis cette belle représentation d'une automobile des années 20 pour vous montrer que l'automobile s'est développée au départ sur des choses qui nous paraissent incongrues aujourd'hui, mais de la balade. L'offre de voitures transforme les usages qu'on en fait et vice-versa. Donc c'est des choses qui sont cycliques et compliquées. L'autre manière de rentrer là-dedans, c'est de se demander est-ce que finalement les industriels vont être assez forts pour pousser le marché et pour convaincre, donner envie. Alors je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'automobile, mais que moi j'aime bien. L'exemple de la machine à laver dans les années 60 en France, avec des groupements d'industriels, comme vous savez en France, des industries lourdes de la fonte, parce qu'on était un État minier, qui ont essayé de pousser une forme de machine à laver qui reposait sur la fonte et le gaz, en se disant la ménagère a besoin de chaleur, parce qu'on voulait que le linge soit bouilli à l'époque, et elle a besoin de robustesse. Il faut que les choses qu'on met sur le marché soient solides. Donc on a mis beaucoup d'énergie en France pendant plusieurs années pour essayer de vendre cette machine. Manque de bol pour nous, les Italiens juste à côté, les Allemands ont développé des machines électriques parce que les industries électriques qui étaient émergentes à l'époque ont réussi à s'imposer sur ce marché-là. Et ça a répondu à une forme de besoin des ménagères qui n'avaient plus envie de rester chez elles à attendre que la machine se fasse, parce qu'il fallait intervenir avec les autres machines, et passer à des machines qui avaient l'avantage d'être plus légères, moins chères et surtout programmables. Parce que les femmes sont mises à travailler en même temps. C'est un truc qu'on n'a pas vu venir. Et donc l'innovation, ce n'est pas un projet, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, c'est ce qu'on appelle en sociologie de l'innovation un trajet, quelque chose qui se transforme au fur et à mesure, à la fois de la demande et puis de la présence d'acteurs qui peut être important. Un des acteurs qui peut intervenir, c'est l'État, qui peut évidemment répondre à des problèmes qui deviennent des problèmes publics. Alors dans l'histoire de l'automobile, j'ai remis cette fameuse question du village et de l'excès de vitesse. On a réglementé la vitesse. À l'époque, c'était 25 km/h dans les villages, parce qu'il y avait peu d'automobiles qui étaient conduites plutôt par des gens qui étaient en balade et plutôt riches, qui avaient tendance à écraser des pauvres paysans. Et donc l'État a commencé à réglementer ces choses-là en matière de ce qu'on appellerait de la sécurité routière. Il y a eu des partages, des arbitrages qui ont été faits. Là, on voit sur le véhicule autonome qu'il y a des controverses en matière de sécurité, effectivement, de pollution, de mobilité. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on va parler effectivement de capitalisme de plateforme, d'acteurs nouveaux qui sont sur un marché dans lequel la valeur n'est pas tellement liée au véhicule, mais aux données qui vont être générées, produites, etc. On a peut-être un imaginaire du futur qui est bien. Je vous invite à réimaginer un peu les erreurs qu'on a faites dans le passé et les impasses pour essayer de voir comment on peut en tirer parti les profits pour imaginer l'avenir du véhicule autonome. Si l'infrastructure tombe, ça me pose un problème de sécurité et ça pose aussi le problème de privacy. Parce que si on est en bonne infrastructure, on est identifié par un numéro de téléphone, enfin le véhicule au moins, et donc ça veut dire que tout le monde est en permanence tracé. Et si le réseau tombe ou tombe en partie, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, la 5G n'est pas la seule technologie envisagée pour faire de l'ITS, des systèmes de transport intelligents. Il y a aussi des technologies basées sur du Wi-Fi, donc c'est ITS G5, ça s'appelle. Donc du coup, la cybersécurité qui est derrière, ça veut dire que
une voiture, enfin un hacker mal intentionné ne va pas usurper l'identité d'un véhicule pour dire j'arrive à 300 km/h en latéral et forcer l'IA à prendre une décision, par exemple, qu'on n'aimerait pas qu'elle prenne. Et donc, c'est hyper important, justement, en effet, l'identification des véhicules qui sont sur le bord de la route. Donc, ça pose, on retourne sur le débat d'idées sur la donnée, sur la privacy, sur ce genre de choses. Mais quelle que soit la techno, même si on est en véhicule à véhicule, on n'est pas anonyme. On n'est pas anonyme parce que les questions de cybersécurité sont hyper importantes. Donc du coup, on a soit le mode certificat en Wi-Fi, soit on est identifié par le réseau télécom quand on est classiquement en 5G. Ma question, c'était est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui risquent de se développer beaucoup plus vite que celles-là sur ce laps de temps? Et je pense par exemple au train à suspension électromagnétique, ce type de choses-là. Parce que le jour où on pourra faire par exemple Paris-Grenoble en 30 minutes via ce type de transport, on n'aura plus forcément besoin d'autres types de véhicules autonomes ou pas. L'Hyperloop, il va à peu près aussi vite qu'un avion, que le jet, voilà, l'avion à réaction classique. Sauf que du coup, pour qu'il aille à cette vitesse-là, il faut lui construire une infrastructure qui va coûter plusieurs milliards ou dizaines de milliards d'euros. Il faut des tunnels, des trucs, des ponts, enfin, c'est 100% en site propre, etc. Alors que l'avion, lui, en gros, il a juste besoin d'avoir une piste à l'arrivée, une piste au départ, du kérosène. Et donc, de toute façon, l'avion, il sera, dans tous les cas, toujours beaucoup plus compétitif que l'Hyperloop pour offrir le même service. Et maintenant, avec les A380 et compagnie, l'avion, il peut transporter 500 personnes. L'Hyperloop, a priori, c'est des cabines de 20 personnes. Donc, en fait, structurellement, c'est un peu comme l'échec du Concorde, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est sûrement génialissime sur le papier, mais qui en fait est sur le créneau d'autres technologies totalement éprouvées et dont le déploiement et les fonctionnements sont structurellement beaucoup moins coûteux en fait que cette technologie nouvelle. Il y a un acteur qui a le dernier mot, qui structure l'industrie, qui structure la demande, c'est les autorités locales. Moi je vois par exemple l'effet concret qu'a pu avoir la décision de certaines métropoles allemandes d'interdire totalement le diesel. Bon, c'est des pans entiers de l'industrie automobile qui vont partir aux oubliettes. Et ça, les constructeurs en sont tellement convaincus qu'ils investissent des milliards dans d'autres sources d'énergie, en particulier l'électricité. Mais et l'hydrogène aussi, pas oublier. Toutes les questions qu'ont abordées nos experts sont des questions de système. En fait, bon, alors il y a le cas du véhicule autonome qui fait tout dans son coin, dans la rue, sur la route, au fin fond du Trièves. Ouais. Mais enfin, globalement, c'est beaucoup d'interactions. Et en réalité, l'agence d'urbanisme, comme un opérateur, à chacun dans nos spécialités, on doit travailler sur des systèmes, sur des interactions. Et on trouve assez cohérent d'approcher le sujet à la fois sur l'angle système technique et espaces urbains. Voilà. Effectivement, agence d'urbanisme, partenaire historique des collectivités de la grande région grenobloise, et on intervient forcément sur les questions de mobilité. Il y a une quarantaine d'années, sur les premiers débats sur la relance du tram à Grenoble, c'était des échanges qu'il y avait à l'agence d'urbanisme. Plus récemment, sur les questions de chrono-aménagement ou de métropole apaisée, c'était aussi des questions de mobilité qui étaient débattues à l'agence. Donc la question du véhicule autonome, c'est forcément un sujet sur lequel on se dit qu'on a des éléments à porter au débat, à mettre en place ce débat-là avec de nombreux partenaires, avec Orange, avec évidemment les universitaires ou des partenaires de l'État ou d'autres spécialistes. Et pour reprendre un peu un slogan, ça sera comment le territoire inventera la vie avec le véhicule autonome tel qu'on voudra le faire. C'est comment nous tous, collectivement, on arrivera à intégrer cette nouvelle forme de mobilité sur le territoire, en sachant que tout ce qu'on a vu là, c'est des pistes, des actions. Lorsqu'on se projette à 2070, c'est très loin. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de smartphone. Et on voit que ce qui a changé depuis. Donc, dans 15 ans, ce qu'il y aura, on le fera tous ensemble. Merci en tout cas à tous. Il y a eu un gros flot de questions de la salle, spontanées. Ça prouve que le sujet mobilise. Il y a eu quelques contradictions. J'ai trouvé intéressant le côté promesse qui fait rêver, et puis de l'autre côté des réserves, parce que finalement, on voit bien que humainement, le véhicule autonome, c'est peut-être aussi le désacraliser, là où humainement,
c'est du statut social, c'est du plaisir personnel, il y a un certain hédonisme. Enfin, on voit bien qu'il y a toute une dimension émotionnelle du véhicule qui sera peut-être un frein aux belles courbes de progression de la pénétration du véhicule autonome qu'on nous a montré. Donc les débats ont montré ça. Donc, je trouve ça super riche, quoi, très intéressant. Donc on n'a répondu à rien, mais on a posé plein de questions intéressantes. Et si les participants à la soirée ont appris autant de choses que moi, c'est un succès. Voilà. La question des véhicules autonomes, une nouvelle donne qui va amener aussi peut-être une restructuration ou une déstructuration nouvelle, une accélération de la distance et de voir les territoires sur des questions plutôt de flux plutôt que vraiment un ancrage géographique. Donc oui, ça pose des vraies questions sur comment concevoir des territoires où au final on trouve un intérêt général de dire qui est concerné par cette mobilité-là, qui l'a subie, qui au contraire l'a choisie, et comment on arrive à faire fonctionner des sociétés sur du vivre ensemble. On a vu qu'un des risques de véhicules autonomes, c'est de se dire est-ce que ce n'est pas une nouvelle pièce de chacun, une nouvelle pièce de son habitation, une nouvelle pièce de son bureau, et au final, encore une façon supplémentaire de s'isoler et donc d'individualiser encore des comportements. Donc ça, c'est un peu science-fiction, mais ça a des questions qui méritent d'être posées en tout cas.